5 Grands Prix, 273 tours, 541 points distribués au total. Le début de saison de Formule 1 a donné son verdict. Un championnat qui nous offre pour l'instant des confirmations de ce qu'on avait pu prévoir avant qu'il ne commence, mais aussi des surprises qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Alors que la F1 est en pause cette semaine, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit bilan du spectacle auquel nous assistons depuis 1 mois et demi. C'est simple. Pour vous, j'ai identifié plusieurs points d'intérêt qui m'ont marqué jusqu'à présent et qui continueront à animer nos week-ends jusqu'à la fin de l'année. C'est bien sûr une liste non exhaustive. Et si d'autres choses vous ont marqué, genre la performance de Sauber, je ne sais pas, je vous invite à prolonger la discussion en commentaire. Mais avant ça, les amis, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous filer 20 €. Oui, vous avez bien entendu. Et pour ça, vous avez juste à créer un compte N26 gratuitement, avec le code PADDOC20. Je vous explique comment. N26 est une banque 100% en ligne pour gérer votre budget et super pratique pour vos voyages, choisie par plus de 3 millions d'utilisateurs en France. Vous avez un IBAN français et un service client en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, même le dimanche. Bon, N26 a tout un tas de fonctionnalités sympas. Ce que je kiffe personnellement, c'est que vous n'avez aucun frais bancaire à l'étranger. Si par exemple vous souhaitez vous rendre à Silverstone, vous pouvez retirer de l'argent sans vous soucier de taux de change malhonnête. L'application est super intuitive. Vous pouvez créer des cartes virtuelles éphémères et aussi des sous-comptes pour bien gérer votre budget. Exemple, si vous prévoyez de vous rendre au Grand Prix de Belgique avec vos potes, vous pouvez créer un espace dédié pour épargner ce qu'il vous faut. N26 vous offre également un accès exclusif à tout un tas d'offres partenaires. Par exemple, je vois ici 10% de réduction sur Booking.com, qui va me permettre de booker un petit hôtel sympa pour aller au Grand Prix de Singapour en octobre. Ce que je trouve cool avec leur application aussi, c'est que vous pouvez suivre en direct l'évolution de votre compte. À chaque paiement, le solde s'actualise instantanément. Donc si votre boulanger, boucher ou tout autre magasin a fait une erreur de paiement, vous vous en rendez compte immédiatement. Perso N26 m'accompagne depuis quelques mois maintenant, et ça prend quelques minutes de créer un compte. En utilisant mon code promo PADDOC20 au moment de l'inscription, N26 vous offre 20 € pour 20 € dépensés, même si vous ouvrez un compte gratuit. Normalement, vous devez recevoir ça sous 7 jours. Vous trouverez toutes les infos en description, en commentaire épinglé, ou alors en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à N26 de m'avoir accompagné aujourd'hui. Honneur au vainqueur, le succès de McLaren est le premier point de ma vidéo, et c'est bien normal. Zak Brown et sa bande étaient les grands favoris à l'aube de ce début de saison, et ils ont répondu présent. 4 victoires en 5 Grands Prix, 8 podiums, 3 pole positions, et les deux pilotes occupent les 2 premières places au classement. Statistiquement parlant, c'est fabuleux. Et ils avancent donc en confiance dans leur quête des 2 championnats, pilote et constructeur. Mais malgré ces résultats en apparence excellents, tout n'est pas rose pour l'écurie orange. On peut commencer par dire que compte tenu de la performance de leur monoplace, leur avance au championnat pourrait être plus importante. En Australie, Lando Norris n'a jamais perdu la tête de la course. Et sans cette manœuvre malheureuse d'Oscar Piastri, ils auraient sans doute pu faire un doublé. Je peux vous dire la même chose pour le Grand Prix de Bahreïn, où Piastri était en promenade. Norris est entre guillemets que 3ème à cause d'une qualification ratée. Au Japon, ils n'ont pas trouvé les armes pour battre Verstappen. Et Lando Norris a encore une fois raté sa qualif en Arabie Saoudite. Pour une équipe de ce niveau, il y a trop d'erreurs, et ça pourrait leur coûter cher à l'issue du championnat. Pour l'instant, la performance de la monoplace permet de sauver les pots cassés, et honnêtement ce n'est pas non plus un désastre. Ça passe au constructeur, où ils mènent largement. Mais pour le championnat pilote, ils vont devoir hausser leur niveau. Ils regretteront certainement de ne pas avoir creusé un écart plus important. Je ne suis pas sûr que McLaren va conserver cette avance toute la saison. Ces prochaines semaines, les autres écuries apporteront beaucoup d'améliorations. Des améliorations qui peuvent changer la donne. À eux de répondre présent, et de faire évoluer cette monoplace dans le bon sens aussi, pour conserver cette avance, qui pour l'instant place Oscar Piastri et Lando Norris dans le groupe des favoris pour le titre. Ces deux-là espèrent succéder à Max Verstappen, qui se trouve dans une position délicate chez Red Bull. Sa performance à lui est à la hauteur, on a déjà évoqué ça plusieurs fois. Mais ce qu'il se passe dans son écurie est plutôt inquiétant pour la suite. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an. L'affaire Christian Horner a eu des répercussions sur la dynamique de l'équipe. Une sorte de guerre interne s'est créée. Les dirigeants autrichiens, Helmut Marko et Jos Verstappen, étaient très critiques de Christian Horner. Et de l'autre côté, les actionnaires thaïlandais de Red Bull, majoritaires, le soutenaient. Une situation chaotique, presque intenable, et on se demandait sincèrement comment tout ça allait se terminer. 1 an plus tard, rien n'a vraiment changé. Christian Horner est toujours là, Helmut Marko aussi, et les relations se sont sensiblement apaisées, en surface en tout cas. Cependant, on peut voir une vraie relation de cause à effet entre l'instabilité interne de l'équipe et les résultats en piste. Adrian Newey est parti, Jonathan Whitley aussi. Red Bull est distancé par McLaren sur la plupart des circuits. Et que dire de leur politique pilote? Dégager Liam Lawson au bout de seulement 2 Grands Prix, franchement c'est un record je crois. Pour autant, je pense qu'il y a des sources d'espoir pour eux pour la suite de la saison. Premièrement, ils ne sont pas si loin que ça de McLaren. À Suzuka ils les ont battus. En Arabie Saoudite ils sont proches. Même chose en Australie, où Verstappen termine à moins d'1 seconde de Norris, même s'il y a eu des circonstances favorables. Au vu de leur succès de ces dernières années, et avec un Verstappen au top de sa forme, ne les enterrons pas trop vite.
Leur prochain package d'évolution, prévu à Imola, sera déterminant pour savoir si oui ou non Red Bull a les capacités de se battre pour le titre une fois de plus. Un peu plus loin derrière, Ferrari et Mercedes aspirent eux aussi à se battre pour les victoires. Mais pour l'instant, leur performance n'est tout simplement pas assez bonne. Entre les deux, c'est Mercedes qui offre la meilleure impression. L'écurie allemande a des résultats cohérents. Sa voiture est légèrement distancée par rapport à McLaren, mais l'écart n'est pas immense. Et c'est peut-être la meilleure voiture qu'il n'ait jamais produite sous cette ère de réglementation. George Russell compte 3 podiums en 5 courses, et sa régularité lui permet d'être en embuscade au championnat pilote. Je vais parler de son coéquipier un petit peu plus tard, mais lui est l'un des pilotes les plus en vue en ce début d'année. Il sort d'un Grand Prix d'Arabie Saoudite un poil décevant, mais dans la globalité, c'est positif. En ce début de saison, on a l'impression que Mercedes a résolu son principal défaut des dernières années. La W13, la W14 et la W15, toutes souffraient du même problème. Les simulations ne reflétaient pas la réalité en piste. Actuellement, il semble bien mieux maîtriser cette voiture. Mais Mercedes, on sait comment ça fonctionne. Ils nous ont tellement déçus ces dernières années que j'ai du mal à croire qu'ils puissent se battre pour le titre cette année. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai la sensation que la Ferrari a plus de potentiel que la Mercedes sur le long terme. C'est possible que je me trompe, mais cette voiture offre quelques petits flashs de performance qui laissent entrevoir un très léger espoir pour les fans de Ferrari. Alors il faut chercher très loin honnêtement, parce que ce qui ressort d'abord, c'est que la Ferrari SF25 a beaucoup de défauts. Ce n'est pas une très bonne voiture de qualification. Le rythme de course est souvent loin de ses concurrents devant. Et les deux seules sources de satisfaction sont cette victoire en sprint en Chine et ce podium de Charles Leclerc à Jeddah. Le problème majeur de Ferrari se situe dans la conception même de la voiture. Cette monoplace souffre d'instabilité à la fois à l'avant et à l'arrière, ce qui compromet l'équilibre aérodynamique global. Pour compliquer la situation, Hamilton et Leclerc suivent deux approches différentes pour tenter de résoudre ces problèmes. À Suzuka, Leclerc a pris beaucoup de risques avec ses réglages, des risques qui ont porté leurs fruits. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la forme de Lewis Hamilton. Depuis sa disqualification en Chine, ses performances se sont effondrées face à Leclerc. Les écarts en qualification sont alarmants. 3 dixièmes à Suzuka, 6 dixièmes à Bahreïn, et un peu plus de 4 dixièmes à Jeddah. Il ne trouve pas de solution en ce moment, et il pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. À mon avis, il exagère. C'est un grand champion, qui doit être capable de trouver les ressources pour faire fonctionner cette voiture, avec son équipe. Charles Leclerc de son côté est en grande forme, et il parvient à tirer le maximum de cette monoplace mal née. C'est exactement ce qu'on attendait de lui en ce début de saison, mais il doit certainement être frustré de ne pas pouvoir se battre aux avant-postes. A priori, le plancher apporté à Bahreïn semble avoir un impact positif sur la voiture, et ça pourrait s'en ressentir encore davantage ces prochaines semaines. Le souci à régler pour eux est surtout en qualification, où ils sont beaucoup trop loin. S'ils ne réussissent pas à renverser la situation, leurs ambitions en 2025 seront à coup sûr extrêmement réduites, voire évaporées. Sans transition, on passe au 4e point d'intérêt de cette vidéo, et j'aimerais évoquer la situation des rookies. Cette saison, il y en a 5 sur la grille, voire 5,5 si vous considérez Lawson comme un débutant lui aussi. Parmi eux, 3 connaissent des débuts réussis, quand les autres sont un petit peu plus en délicatesse. Kimi Antonelli est sans aucun doute l'une des attractions de ce début de saison. D'abord sèchement éliminé en Q1 en Australie, il a ensuite bénéficié de conditions favorables pour terminer 4e de sa première course en F1. Et la suite a été très positive. Il s'est toujours hissé en Q3, il réalise des courses solides, et il se rapproche petit à petit de George Russell. Parmi les rookies, il pilote la meilleure voiture, donc forcément il est plus en lumière. Mais cela ne doit pas remettre en question sa formidable adaptation à la Formule 1, qui a vraiment été express pour le coup. Et on sent qu'il a bénéficié d'une excellente préparation ces derniers mois. Je suis curieux de voir jusqu'où il peut aller, s'il sera capable de se hisser à la hauteur de George Russell ces prochains mois. Mais une chose est sûre, il va falloir compter sur lui pour l'avenir. Je pense qu'on peut également classer Ollie Berman dans les satisfactions. Son premier week-end en Australie a été horrible, mais depuis, il a largement redressé la barre. En qualification, il est loin d'être ridicule face à Esteban Ocon. Il a d'ailleurs décroché la seule Q3 de son équipe. Et en course, il marque régulièrement des points. On sent qu'il maîtrise très bien cet environnement lui aussi, et qu'il est arrivé avec une vraie préparation solide. Il a beaucoup de potentiel, ça se voit. Mais il faut qu'il réussisse à canaliser toute cette énergie, pour la transformer en régularité. C'est vraiment le point d'interrogation pour lui. Est-ce qu'il est capable d'être au top niveau sur un exercice complet? Parce que pour l'instant, on voit surtout des coups d'éclat. Alors à lui de confirmer tout ce qu'il a pu faire de bien jusqu'à présent. Enfin, comment ne pas parler des très bonnes performances d'Isaac Hadjar? Après un premier Grand Prix compliqué, le pilote français a parfaitement répondu aux critiques. Il a marqué ses premiers points à Suzuka, il a récidivé à Jeddah, et son équipe semble très satisfaite jusqu'à présent, et elle a de quoi. Mention spéciale aussi à ses excellents résultats en qualification, en Chine et à Suzuka surtout, qui nous montre qu'il a déjà trouvé ses marques dans cette voiture. Ce qui m'intéresse à son sujet pour ces prochaines semaines, c'est surtout son duel face à Liam Lawson. Ils sont en fin de contrat à l'issue de la saison, et ce n'est pas dit qu'ils soient tous les deux conservés pour l'an prochain. Isaac doit prouver qu'il est meilleur que Lawson, tout simplement, et je l'attends au tournant. Côté déception, commençons par parler de Gabriel Bortoleto. Il le dit lui-même, ses débuts en Formule 1 sont compliqués.
Il n'a pas marqué de points, il a le pire bilan de la grille en qualification, il a commis quelques erreurs aussi. Et forcément, on attend mieux d'un pilote qui a gagné la F2 et la F3 en tant que rookie. À sa décharge, il conduit la voiture la plus compliquée de la grille. Et il fait face à Nico Hülkenberg, qui est beaucoup plus expérimenté. Sauber ne joue pas grand-chose cette année de toute façon, puisqu'il mise surtout sur un rebond en 2026. Mais on souhaite à Bortoleto de trouver les ressources pour se montrer un tout petit peu. Sinon, la saison pourrait être très longue. Jack Doohan ne connaît pas non plus des débuts rêvés. Il y a eu beaucoup de crashs, des performances anonymes, et très honnêtement, peu d'engouement autour de lui. Et pourtant, c'est légèrement plus positif que ce qu'on pouvait espérer. On le sait, il subit la pression de Franco Colapinto en interne, et Flavio Briatore aimerait sans doute le placer dans ce baquet. En termes de rythme de course, Doohan a montré quelques signes positifs, et son patron, Oliver Hawks, le soutient. The Race nous apprend que le siège de Doohan serait en conséquence protégé, au moins jusqu'à la pause estivale. En vrai, avec Alpine, on peut s'attendre à tout, et ça ne me surprendrait pas qu'il le vire d'ici à Imola. À lui de montrer qu'il mérite sa place en tout cas. J'aimerais aussi dire un petit mot rapide sur Liam Lawson. Selon Red Bull, il n'était pas à la hauteur, après seulement 2 grands prix. Et désormais, il cherche à se reconstruire dans l'écurie sœur. Et on lui souhaite de retrouver de la confiance pour assurer son avenir en Formule 1. Son écurie, Racing Bulls, aspire à jouer dans le milieu de tableau. Et c'est la transition pour parler de mon 5e point d'intérêt. Ce midfield est très serré. Toutes les équipes ont marqué des points jusqu'à présent. Et ça témoigne d'une belle bataille, qui pourrait durer jusqu'à la fin de la saison. Sauber mis à part, qui me semble un cran au-dessus du reste, toutes les équipes classées de 5 à 9 sont capables de marquer des points. Aston Martin a l'air d'être la plus faible de ce groupe-là, mais on n'est jamais à l'abri d'une performance de haute qualité de la part de Fernando Alonso. Pour l'instant, Alpine est un cran derrière aussi, je pense. Mais regardez, Pierre Gasly a réussi une magnifique qualification à Bahreïn, qui lui a permis de marquer des points le lendemain. La preuve que cette monoplace est capable de faire quelque chose de bien de temps en temps. La Racing Bulls a l'air d'être une meilleure voiture, mais ils viennent de perdre leur leader, Yuki Tsunoda. Et surtout, les erreurs stratégiques de l'équipe leur ont déjà coûté quelques points. Cela dit, la performance est plutôt au rendez-vous pour l'instant, et ils espèrent certainement que ça continue comme ça. Mais pour le moment, c'est surtout Haas et Williams qui tirent leur épingle du jeu. Haas est un petit peu sur courant alternatif depuis le début de saison, avec des performances incompréhensibles en qualification parfois, et des résultats en course franchement bluffants, comme cette belle P5 d'Esteban Ocon en Chine. Un résultat certes boosté par la disqualification des pilotes Ferrari, mais tout de même, la voiture était très compétitive. Mais dans le lot, c'est Williams qui est certainement le meilleur des autres. Alex Albon connaît un début de saison fantastique, où il a déjà marqué 20 points. C'est un peu plus compliqué pour Carlos Sainz, mais il a juste été excellent en Arabie Saoudite, ce qui laisse penser qu'il commence à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe. Si ce duo est en confiance, ça peut faire très mal, car cette monoplace est tout simplement la meilleure que Williams n'ait jamais développée depuis 2017. C'est positif bien sûr, mais je serai surtout attentif sur la gestion du reste de leur saison à présent. De base, Williams n'a clairement aucune ambition cette année. C'est ce que répète James Vowles depuis plusieurs mois. Ils veulent sacrifier 2025 pour briller en 2026. Son objectif est de se battre pour le championnat du monde dans la prochaine ère de réglementation, et donc la majeure partie de ses ressources sont concentrées sur celle-ci. Mais la monoplace de Williams cette année est meilleure qu'espérée. S'ils venaient à terminer 5e ou 6e, ce qui est loin d'être fait, ils obtiendraient plus d'argent en conséquence. Est-ce qu'ils peuvent réussir ça sans développer davantage leur voiture? Le temps nous le dira, mais ils auront certainement des décisions difficiles à prendre ces prochaines semaines. Une dernière chose les amis pour conclure cette vidéo. C'est plus un ressenti personnel, mais je trouve que ce championnat est pour le moment particulièrement intéressant. Et je suis impatient de voir dans quel sens ça va évoluer ces prochains mois. Est-ce que Mercedes va réussir à combler l'écart, ou alors Ferrari? Est-ce que Verstappen aura les armes pour se battre pour le titre à nouveau? Et sinon, est-ce que ça pourrait provoquer un départ chez une écurie concurrente? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur le marché des transferts? Il y a beaucoup de questions en suspens, qui me laissent penser que la suite du championnat sera super intéressante. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois N26 de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas, en utilisant mon code promo PADOC20 en ouvrant votre compte, N26 vous offre 20 € pour 20 € dépensés, même si vous ouvrez un compte gratuit. La question du jour les amis, qu'est-ce qui vous a le plus marqué personnellement en ce début de saison? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter bien sûr, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est super important pour le référencement, la visibilité, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine.